Bonjour Mounir Makar, le journal d'un agrologue a le plaisir de vous recevoir dans ce plateau virtuel. Donc vous êtes au Caire, euh, juste à côté, donc pas très loin de là où vous avez votre exploitation hors sol, dont on va longuement parler, qui se trouve à côté des pyramides, c'est cela? Voilà, je me trouve quasiment au pied de la pyramide d'Abou Sir, qui est une des pyramides qui se trouve entre les pyramides de Gizeh, qui sont très connues, et la pyramide à degrés de Saqqara. Donc, c'est effectivement, alors je suis côté vallée, vallée donc terre noire, terre limoneuse, mais c'est à cette hauteur-là que se trouve la terre que j'exploite. D'accord. Et cette activité d'agriculteur et d'agronome, parce que je pense qu'on peut vous, vous dire que vous êtes agronome aujourd'hui, cela vous vient de votre père? Alors, oui, ce sont des terres qui existaient, des terres de famille qui remontent à 1880. Bon, nous avions des propriétés relativement importantes. Et puis, mon père était parti faire ses études en France, à Grignon, à l'époque. Et donc, voilà, il a fait ses études pour essayer d'apporter une touche un peu plus moderne aux cultures qui étaient pratiquées jusqu'ici sur ces terres de famille et qui étaient irriguées avec la crue du Nil à l'époque, donc d'une façon tout à fait traditionnelle qui remontait à l'époque pharaonique. Donc voilà, l'idée c'était on va aller à Grignon, voir un peu ce qui se passe en France et ensuite venir appliquer ou introduire des variétés, etc. Et donc, donc on parle bien de l'école d'agronomie de Paris-Grignon, Voilà, qui était exactement. une école qui a été créée à l'époque de Napoléon Ier, je crois. Voilà, Et, exactement. et donc, quand votre père étudie, on parle de quelles années? Les années 30. D'accord, donc c'est juste, c'est le C'est début de la... avant, c'est avant la guerre, avant la guerre. Et c'est... Il est rentré en Égypte juste avant la guerre, quoi. Voilà. En Et à, 30, et, 36, 37, quelque chose comme ça. et à cette époque-là, ce sont donc la figure très importante de Nasser arrive en Égypte. Non, Et non, bon, c'est... beaucoup plus tard. Nasser est arrivé en 1952. D'accord, mais cette idée justement de modification profonde de l'agriculture était déjà dans les tuyaux ou on avait des... Oui, oui, dans le sens que cette idée-là, c'était au niveau des recherches de variétés. Par exemple, mon père s'était intéressé à la culture des prunes ou d'introduire des variétés qui n'existaient pas en Égypte à l'époque. Mais ça se limitait à quelques variétés et des essais qui étaient faits dans ce sens. Voilà. Les essais étaient faits dans ce sens, mais c'était une activité relativement limitée. Ça s'est développé énormément lorsque nous avons eu à subir la réforme agraire. La réforme agraire a réduit considérablement les propriétés que nous avions, et donc il a fallu arriver à trouver une rentabilité plus importante au mètre carré ou à l'hectare. Et donc, c'est là où lui a fait des recherches pour introduire des variétés qui poussaient, par exemple, en été en Europe, qu'il réussisse à les adapter pour les faire pousser en hiver en Égypte. Bon, alors il a donc introduit, entre autres, il a réintroduit la culture de l'asperge en Égypte. Il a introduit la culture de l'endive, par exemple, qui était une chose qui n'avait rien à voir avec les conditions climatiques égyptiennes. C'est-à-dire que c'est un produit qui pousse en général dans le nord de l'Europe. Comment adapter un produit qui pousse au nord de l'Europe dans un pays où les températures en été arrivent à 40 degrés sans problème? Donc, il y avait tout un travail de recherche et d'adaptation qui devait être fait.
et c'est ce qu'il s'est amusé à faire. Il a réussi certaines choses au niveau tout à fait des essais, mais au niveau de l'exploitation, évidemment, c'était plus compliqué. Et c'est là où nous sommes intervenus, enfin, où la génération d'après qui a pris la relève pour aller un petit peu plus de l'avant. Et jusque-là, les Égyptiens, le peuple égyptien, s'alimentait de quoi essentiellement? Du koshari, de Ah, lentilles, de riz? non, enfin, il y a d'abord la culture du blé, le maïs, le riz. Ça, c'était bon, les fèves. Et ensuite, les légumes de tout genre, enfin, oignons, ail. Ça, c'est les produits célèbres de l'Égypte qui remontent à l'Antiquité. Les produits que je viens de vous citer, là, sont des produits qui existaient depuis, peut-être pas le riz, mais le blé, l'ail, l'oignon, tout ça, ce sont les produits traditionnels de l'Égypte. Le maïs, ça, c'est des produits tout à fait traditionnels. Donc, c'était ça. Et puis, il y avait ces cultures. Et aussi, et par-dessus tout, le coton. Le coton Ouais. était, à l'époque, j'entends bien, à l'époque, le coton, c'était un produit phare. Voilà. Donc, il y a la culture du coton. L'Égypte est célèbre pour son coton. Elle a un coton longue fibre qui sont des variétés qui ont été développées par le ministère égyptien de l'Agriculture. Euh, et, euh, et donc, c'était ça. Le coton était un produit important. Bien sûr, en Égypte, traditionnellement, il existait une culture des fruits. Mais les fruits, c'était les oranges, les mangues, les bananes. Voilà. Et donc, en fait, suite à la campagne donc, de Napoléon Ier, c'est là où Napoléon donc, débarque en Égypte et avec ses savants et un profond échange avec les Égyptiens. Et c'est là que naissent le CEDEJ, par exemple, le Centre d'études et de documentation juridique, où les Égyptiens viennent étudier à la Sorbonne et où les Français viennent étudier la culture égyptienne. Donc, il y a un profond échange. C'est là également que les premières écoles d'agronomie en France naissent et viennent s'inspirer, notamment, je pense que les Égyptiens de tout temps sont des gestionnaires de l'eau admirables. Et vous, vous en êtes beaucoup inspiré apparemment pour aujourd'hui développer votre agriculture hors sol. Oui. Alors, c'est amusant parce que dans la description de l'Égypte avec Bonaparte, les équipes scientifiques qui étaient autour de Bonaparte ont fait un répertoire assez complet, même presque tout à fait exhaustif, de toutes les plantes qui existaient en Égypte. Et donc, il y a des palettes dans la description de l'Égypte qui reprennent exactement toutes les plantes qu'ils ont trouvées. Ils ont dessiné tout ça avec une précision tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un document de référence très important. Voilà, je relève simplement dans les campagnes de Bonaparte, oui, de Napoléon. Parce que Bonaparte, c'est bien Bonaparte. ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une science toute nouvelle qui étudie justement les herbiers, que quelqu'un comme Bonpland, qui est très connu, qui est allé en Amérique du Sud, et j'imagine aussi que les savants de Napoléon sont revenus avec des herbiers, et on y trouve des bactéries qui aujourd'hui, on arrive à faire des filiations de bactéries qui attaquent par exemple les agrumes dans toute l'Europe, et de voir le voyage, et ça c'est vraiment une science balbutiante, et qui demande une vraie coopération internationale, puisque le maïs dont on parlait tout à l'heure, qui est devenu une culture traditionnelle en Égypte, vient évidemment de l'altiplano bolivien, péruvien, comme la pomme de terre. Et aujourd'hui, donc, on a vu des documentaires qui ont été faits notamment par la chaîne RFI française dans votre exploitation. Ça reste, toutes les graines sont mises à la main par notamment des femmes qui sont, selon ce que vous dites dans cette interview, des personnes très méticuleuses, et ça n'a pas chassé, en fait, comme en Europe, les paysans et les travailleurs
du milieu rural, c'est-à-dire que on n'a pas remplacé par des machines des milliers de gens qui ont été obligés de rejoindre les villes, au contraire. Non, ce n'est pas la machine agricole qui a chassé la population rurale à émigrer vers les villes. D'abord, une des raisons pour lesquelles il y a cette émigration, c'est la surpopulation. C'est-à-dire que les gens n'ont plus assez de terrain pour exploiter. Donc, ils sont obligés de chercher ailleurs d'autres métiers, et donc ils s'en vont vers la ville. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, quand la population augmente, c'est le problème de l'habitat. Et donc, évidemment, les gens, pour se loger, ont tendance à construire sur les terrains agricoles, ce qui est une menace tout à fait grande et inquiétante, parce que ça pourrait réduire la surface totale de terrain arable en Égypte, alors que déjà nous ne vivons que sur 5% de la totalité de la superficie d'Égypte. Donc si ces 5% venaient à être encore réduits, cela poserait un problème grave. Parce que la population du Caire va atteindre bientôt... La population de l'Égypte a dépassé les 100 millions d'habitants. Et donc on augmente d'à peu près 2,5 millions d'habitants par an. Alors, si on fait une comparaison assez sympathique et que l'on dit la chose suivante, tous les 2 ans, l'Égypte produit la totalité de la population de la Norvège. Vous voyez ? La Norvège fait 5 millions d'habitants. Nous augmentons de 2,5 par an, on multiplie par 2, ça fait la Norvège. Donc, on achète la Norvège tous les 2 ans. Enfin, on augmente notre population d'un équivalent de la population de la totalité de la Norvège tous les 2 ans. C'est extraordinaire et c'est énorme. C'est énorme parce que ça représente une gestion alimentaire qui est tout à fait spectaculaire. Solo Alina Bébé Lumanu Mama Bina Engundere Kama mtezanga soni Tamukele Koni lo posote Kolote
Teddy Coucou, les princes Mongo, Oka. Ciao Alex. Uka Loketo OGP Coato Production Side Alino Delibuka Tosulenza Linambo Héros honoré Grande puissance Vicky Show Après cette pause musicale, retrouvons notre invité Mounir Makar. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et à l'époque, justement, où Nasser et Castro et toutes sortes de mouvements comme celui d'Allende décident de faire la réforme agraire, et notamment également par la suite le barrage d'Assouan, ça modifie profondément le cours du Nil. Nasser a voulu couvrir aussi l'Égypte de coton. Vous avez vécu ça, enfin, on vous a transmis votre père. Oui, alors, oui, non, pour mon père, c'est une période qui n'était pas très gaie, c'est-à-dire, je ne parle pas de la partie au barrage, je parle de la partie de la réforme agraire. C'était une période un peu difficile où il a fallu se recentrer, se réorganiser et faire face à une situation qui n'était pas prévisible et qui était nécessaire de réfléchir et de voir comment on allait se restructurer. Donc ça, c'était une première chose. Par contre, le haut barrage, ça, c'est un aspect très intéressant parce que le haut barrage a permis à l'Égypte de ne plus être à la merci des crues, les crues du Nil. Donc, il y avait des années où la crue était élevée, d'autres années, la crue était moins élevée. Et en tout état de cause, il n'y avait pas d'eau toute l'année. C'est-à-dire que, en général, après les crues, les quantités d'eau de l'Égypte diminuaient, on ne les stockait pas. Par contre, là, et ça réglementait aussi le nombre de cultures qu'on pouvait avoir par an, parce qu'il n'y avait pas la même quantité d'eau pendant toute l'année. Avec le haut barrage, ça a permis de réglementer la distribution d'eau dans tout le pays, ce qui a permis d'avoir 3 récoltes par an. 3 récoltes par an, ce qui change complètement la rentabilité à l'hectare. Et aussi la nature des cultures que l'on peut faire. Parce que quand on est contrôlé par une quantité d'eau à une certaine saison et pas d'eau à une autre, ça limite les variétés. Quand on a de l'eau pendant toute l'année, on peut avoir une gamme beaucoup plus importante. Ça, c'est au sujet du haut barrage. Ça, les bons côtés du haut barrage. Le haut barrage n'a pas que des bons côtés. Mais ça, c'est un des bons côtés du haut barrage. Mais les limons... Indépendamment de la réforme agraire. La réforme agraire, alors les limons, alors là, ça, c'est le mauvais côté. C'est que quand on avait les crues du Nil,
toute l'Égypte était recouverte de limon. Une petite couche de limon qui donnait une nouvelle fertilité à la terre, qui lavait les terrains et donnait cette couche de limon, ce qui était un aspect qui augmentait la fertilité de la terre agricole égyptienne, une terre un peu argileuse. Avec l'irrigation pérenne, c'est-à-dire avec cette irrigation organisée par le haut barrage, nous n'avons plus eu cette couche de limon. Résultat, les terres ont tendance à s'appauvrir et il y a des nécessités d'engrais qui n'existaient pas de la même façon avant. Donc, la nature du sol est en train d'un petit peu changer. Et vous, donc, quand vous vous lancez, ce n'était pas votre activité première, mais quand vous vous lancez dans l'agriculture et que vous êtes à aller voir en Europe, d'après ce que nous savons, pour voir de quelle manière on pouvait produire aux portes du Caire, donc le plus grand foyer de consommation et aussi d'exportation, j'imagine. Comment ça s'est passé exactement et dans quelles années? Alors, moi je suis... vous avez la fameuse pièce de théâtre de Louis Jouvet, Le médecin malgré lui. Moi, je dirais, je suis l'agriculteur malgré lui ou l'agronome malgré lui, dans le sens que je faisais d'autres métiers. Et mon père, étant donné qu'il avançait en âge, ben, il a fallu que je m'occupe de cette entreprise. Et donc, je l'ai prise en marche, si vous voulez. Et j'ai appris le métier à la fois en discutant avec lui et par mes propres observations. Mais au bout d'un moment, comme j'ai vu que ça pouvait être un peu limitatif, j'ai voulu aller de l'avant avec des techniques un peu plus modernes. Donc, je suis allé voir qu'est-ce qu'on fait pour les cultures hors sol. D'une part, ça permet d'augmenter la rentabilité à l'hectare d'une façon considérable. Une culture hors sol égale 15 fois la même culture sur un terrain traditionnel. C'est-à-dire que vous avez une productivité multipliée par 15. Alors, quand on a déjà une superficie qui a été limitée par la réforme agraire, par les conditions, par ce qui est, et arriver à multiplier par 15 de cette façon, évidemment, c'est une option qui nécessite d'être observée, développée, étudiée. Voilà, c'est ça fondamentalement l'idée. Donc, d'une part, le deuxième aspect de la culture hors sol, c'est que il y a une économie en eau qui est considérable. Parce que c'est la même, l'eau, je vais chercher l'eau dans un puits à 42 mètres de profondeur, qui est déversé dans un réservoir principal. Ce réservoir principal distribue à travers les tuyaux tout au long des serres et qui revient ensuite dans le même réservoir. Donc, la seule consommation d'eau est la consommation due à la croissance de la plante. Donc, on n'a pas d'évaporation et on a de l'eau extrêmement ciblée sur la racine de la plante. Il n'y a pas tout un terrain de plusieurs hectares avec ces milliers de mètres cubes qui sont là à s'évaporer et à aller dans tous les sens. Donc là, il y a une économie, c'est ciblé, c'est précis et c'est rentable. Ata bongole mwana wekanga yoka egundele Belinga Mokolo makambo Mokolo se mokolo
Papa Justin Bomboko et Kweyate. Nous vous proposons de retrouver Mounir Makar la semaine prochaine, créateur d'une ferme hydroponique aux portes du désert égyptien sous l'ombre des pyramides.